présenter, c'est-à-dire relater votre parcours qui vous a conduit donc à cette profession et à votre activité. Alors je vais faire bref parce que je n'aime pas beaucoup parler de moi. J'ai fait une maîtrise de carrière judiciaire, on disait maîtrise à l'époque, donc ça doit être un master 1 à Paris 10. Ensuite un master 2 de droit privé général à Paris 1. J'ai passé l'examen d'entrée, à l'époque on disait CFPP, Centre de formation professionnelle. Je l'ai réussi. À l'époque, là encore, c'était un stage de 3 mois uniquement, c'était une formation, une durée à l'école d'1 an. Et j'ai eu la chance d'être recruté grâce à un coup de main d'un prof du centre de formation professionnelle dans le cabinet qui s'appelait à l'époque Fartois, Stasi et Associés, c'est-à-dire le cabinet qui avait été fondé par le bâtonnier Jean-René Fartois et le bâtonnier Mario Stasi. Cabinet de bâtonnier, donc il y avait des dossiers d'une certaine importance avec un Mario Stasi qui était un pénaliste confirmé. Et comme je voulais faire du pénal, j'ai d'abord été le collaborateur de Jean-René Fartois. J'ai bouffé, comme l'on dit, beaucoup d'audiences. J'ai plaidé matin, midi et soir, tribunaux d'instance, de police, tribunaux correctionnels. Et je faisais beaucoup de droit de la construction et beaucoup d'expertise en banlieue et en grande banlieue. Beaucoup de visites de maisons qui étaient en démolition, etc. Et je commençais à en avoir ras-le-bol de faire ce type de droit. Et une collaboratrice de Mario Stasi a intégré la magistrature et ils m'ont, je mets des guillemets, le cheptel de collaborateurs et de collaboratrices de l'époque. J'ai eu la chance d'être désigné et j'ai accepté bien volontiers pour collaborer aux côtés de Mario Stasi. Et là, j'ai commencé à faire du pénal. Donc j'ai prêté serment le 3 février 1988, collaborateur de Jean-René Fartois jusqu'en 90. Je deviens le collaborateur de Mario Stasi, mi-90. Je pars 1 an en Espagne, dans un cabinet de droit des affaires. Je reste 1 an dans ce cabinet, je reviens en 92 et il m'associe en 1995. Je fonde le cabinet Stasi et Associés en 99 et je fonde le cabinet Vigo en 2009. Étant précisé qu'à partir de 1993, je vais faire essentiellement du pénal et du pénal qui va être de plus en plus tourné vers le pénal, le droit des affaires, en gardant toujours, j'essaye en tout cas, des dossiers de droit pénal, de droit commun pour avoir l'occasion de plaider de temps en temps devant les cours d'assises ou d'avoir des affaires de droit pénal dur. Ce que j'ai fait aussi, c'est de développer beaucoup de pro bono. Et je travaille régulièrement pour la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, pour Amnesty, pour le Mouvement d'Uni, pour d'autres assos. Et je crois que notre pratique professionnelle s'enrichit beaucoup de cette capacité à travailler pour des associations. J'ai rédigé par exemple la plainte qui a dans l'affaire Amésis qui vise une entreprise française qui aurait commercialisé en connaissance de cause du matériel d'interception des flux Internet, matériel vendu au régime du colonel Kadhafi. Et la procédure a été ouverte pour complicité de crimes de torture. Et c'est la première fois qu'une personne morale est poursuivie ou susceptible d'être poursuivie par le pôle crime contre l'humanité. J'ai déposé des plaintes pour les vols clandestins de la CIA au-dessus du territoire français. Enfin, toute une série de dossiers qui conduisent à être au cœur de l'action, droit de l'homme, droit pénal, et on s'enrichit pas mal. Il y a aussi, par exemple, le Bureau mondialisation de la FIDH qui regroupe des professeurs, des avocats, des juristes de beaucoup de pays où on réfléchit à essayer de mettre en place des outils pour engager la responsabilité pénale ou civile des multinationales pour le non-respect de l'éthique, pour le non-respect des chartes de bonne pratique. Et là aussi, en faisant du droit comparé, ça enrichit la pratique pénale. Et dans notre cabinet, il y a beaucoup de garçons et de filles qui ont donné un peu de leur temps pour des ONG diverses et variées. Alors je rassure celles et ceux qui sont obligés de travailler pour financer leurs études. On ne ferme pas c'est pas le seul cabinet, on ne ferme pas la porte à ceux qui n'auraient du temps en plus pour travailler pour des ONG pendant leurs études, mais c'est
on essaye de recruter, les pénalistes essayent de recruter des personnalités. Et moi, puisqu'il faut que je parle de moi, j'ai travaillé au jardin d'acclimatation pour financer mes études, j'ai fait les marchés, j'ai vendu des aspirateurs, j'ai été pion, enfin ça n'a rien d'extraordinaire. Et quand je vois arriver dans des candidats ou des candidates qui ont ce parcours-là, je me dis, voilà, il y a de la pugnacité, il y a de l'envie, il y a du courage, il y a le fait de devoir se défoncer pour pouvoir réussir à faire un certain nombre de choses, et ça donne des traits de personnalité qui ne sont pas ceux que l'on va vous apprendre dans les merveilleux cours dispensés par Michael ou sur les bancs de la fac. Et pour être avocat ou avocate, moi je considère que les compétences premières ou les qualités premières, c'est le courage, l'indépendance, la générosité et l'honnêteté. Le courage parce qu'il faut savoir dire non, il faut savoir affronter parfois des adversaires redoutables, il faut être capable de défoncer les portes, c'est une image, les portes des cabinets des juges lorsque ceux-ci refusent de vous ouvrir. On peut être aussi exposé dans des dossiers très médiatisés à l'opprobre des gens. Moi, quand j'ai défendu monsieur Régis de Camaret, l'entraîneur de tennis qui était accusé d'avoir violé 25 de ses élèves, dont Nathalie Demongeot et d'autres, certains nombres de clients institutionnels du cabinet se sont interrogés sur pourquoi j'avais accepté de défendre cette personne, en laissant entendre en filigrane que si je poursuivais cette mission, peut-être qu'ils reverraient leur relation professionnelle avec notre cabinet. J'ai un collaborateur, secrétaire de la conférence à l'époque, qui a défendu Fourniret. Donc il y a des moments où on doit faire preuve de courage, mais sans que ce soit des dossiers exceptionnels. Je me souviens d'avoir, je ne dirais pas son nom, d'avoir eu le DG d'une grande entreprise qui me racontait, c'est un dossier de droit de la concurrence matinée de droit pénal, qui me racontait que les contrôleurs étaient des contrôleurs qui étaient feignants parce qu'ils étaient antillais et qu'ils n'avaient pas fait leur boulot correctement. Alors je lui ai dit, écoutez monsieur, ça va, une fois, moi ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est le fond du dossier. Il me le refait une seconde fois, je mets fin au rendez-vous. Il revient une semaine après pour m'apporter les éléments du dossier et il recommence à faire ses vannes débiles. Donc je l'ai pris et je lui ai dit, monsieur, vous prenez la porte avec vos dossiers. Et c'était pas c'est une décision qui n'a rien d'héroïque, mais il y a des moments où dans le cadre de notre profession, ou dans la profession qui sera la vôtre demain ou après-demain, vous êtes amené à prendre ces décisions. L'indépendance d'esprit, c'est aussi ça, c'est avec le courage. Être capable de dire à votre client qu'il fait une ânerie, et votre client dit je veux que vous me rédigiez une consultation, sinon dans ce sens-là, et vous dites oui, vous trahissez le serment d'avocat, vous dites non, vous prenez le risque qu'il puisse partir ailleurs, il peut partir ailleurs, et l'expérience montre d'ailleurs que lorsque vous avez pris ce type de décision, en règle générale, pas toujours, il ne faut pas exagérer, mais il va revenir vous voir 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois plus tard en disant c'est vous qui aviez raison. Et donc faire preuve d'indépendance, c'est important. La générosité, moi je ne supporte pas les avocats et les avocates qui, lorsqu'ils voient arriver dans leur cabinet des justiciables, les transforment immédiatement, non pas en sac d'or ou en billets d'euros, mais en se disant voilà, on a un plan de travail, ça va faire tant d'heures de travail à confier à des avocats collaborateurs, donc c'est super, on va accepter le dossier parce que on va entre guillemets avoir un plan de charge qui va être établi. On n'est pas auditeur, on n'est pas des entreprises, même si la notion d'entreprise est très prégnante dans la rentabilité d'un cabinet. Et moi je pense que l'avocat, il doit d'abord être à l'écoute de celui ou de celle qui vient le voir, et doit avoir de l'empathie pour son prochain. Ça n'a rien de religieux ce que je dis. Avoir de l'empathie pour son prochain, ça veut dire
être en capacité non pas de le juger mais de l'écouter et de se dire je vais pouvoir l'aider ou pas si on arrive à la conclusion inverse, mais prendre le temps de l'écoute pour essayer d'être là pour le soutenir et le défendre. Donc ça c'est l'intégrité, bon bah évidemment ça va de soi quand vous êtes avocat et que vous êtes malhonnête, ça pose une petite difficulté, voire une grosse difficulté qui est sanctionnée par nos règles déontologiques et parfois par le pénal, puisqu'il y a des avocats qui sont poursuivis sur le plan pénal pour avoir été malhonnêtes. Voilà ce que je peux dire en introduction, mais je suis là pour répondre à vos questions. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, Sarah? Déjà, merci beaucoup pour tout ce que vous venez de dire parce que c'était vraiment très beau j'adore. Et je voulais. Tu vois Plus fort, oui. Plus fort. Et je voulais en fait avoir votre avis sur ce qui se passe là, l'actualité bouillante. Je pense que tout le monde est au courant de ce qui se passe en interne concernant les réformes pour l'école de formation barreau. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment c'était à votre époque? Parce que j'entends des avocats, pas mal d'avocats s'indigner comme Maître Mo qui a fait un super texte là-dessus en évoquant le fait qu'il n'aurait jamais pu être avocat si à son époque c'était produit ce qui se produit aujourd'hui malheureusement pour nous. Qu'est-ce que vous en pensez et quels conseils vous nous donneriez? Parce que moi par exemple, je sais que j'ai envie d'agir, j'ai envie de faire entendre ma voix et celle de mes camarades, mais je ne sais pas quel moyen d'action est-ce que je peux utiliser. Voilà, qu'est-ce qu'on peut entreprendre aujourd'hui pour essayer déjà de nous faire entendre, pour essayer de faire bouger les choses, et ensuite pour nous en sortir parce que ça fait peur. Alors, je ne vous ai pas dit dans ma brève présentation que j'étais membre du Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris. Ça m'en date 3 ans. Donc, le Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris a voté, il y a 2 ou 3 semaines de cela, sur l'augmentation des droits d'inscription. J'ai voté contre. Nous avons été minoritaires puisque le vote majoritaire a voté pour l'augmentation des droits d'inscription. J'ai voté contre parce que la justification première qui avait été avancée pour justifier cette augmentation, c'était de dire, je parle de l'école de formation du barreau de Paris, comme il s'agit d'une formation d'excellence qui est dispensée dans cette école, ça a un prix et pour rehausser le niveau et l'attractivité de cette école, il faut que ça soit plus cher. J'ai dit à certains de mes collègues s'ils avaient croisé la route de leurs stagiaires. Parce qu'en règle générale, les stagiaires qui sont élèves avocats disent, c'est malheureux parce que ça coûte très cher à la profession, mais disent que la formation dispensée à l'école de formation du barreau de Paris n'est pas aussi exaltante et extraordinaire qu'on veut bien le dire. Donc cette justification-là ne me paraissait pas tenable et pertinente. Nous avons dit aussi un certain nombre qu'on devrait peut-être augmenter les droits d'inscription, mais à condition qu'on ait réfléchi avant à une augmentation des bourses et qu'on tienne compte en réalité des capacités contributives de chacun et de chacune. C'est pas parce que je suis fils d'archevêque que je vais forcément avoir les moyens. Je peux être en rupture par rapport à ma famille, je dois peut-être galérer tout seul. Évidemment, quand on est d'une famille plus défavorisée, c'est encore plus compliqué. Mais on n'avait pas réfléchi à cela de façon suffisamment concrète, et je pensais là encore que le débat venait un peu tôt et qu'on n'avait pas réglé les choses comme on devait les régler. Puisque vous avez parlé de mon époque, il faut bien que j'en parle, parce qu'il y a des personnes qui m'ont enterré en disant que la citation était celle d'un grand avocat ou de grands avocats décédés. J'ai eu une bourse, j'étais pion, je suis arrivé, et à l'époque il y avait un plafond, c'était 80% de la rémunération que l'on avait avant d'arriver au centre de formation professionnelle des avocats. Donc c'était royal au bar, si vous voulez. On avait une année où on était payé, pour ceux qui étaient éligibles à ce type de bourse, 80% de sa rémunération antérieure. Évidemment, si j'avais été trader à Londres, ça n'aurait pas été le cas, parce qu'il y avait des plafonds. Mais c'était quand même assez confortable. Donc les temps ont changé, il y a moins d'argent, mais je trouve que la profession envoie un message
je suis pas démago vis-à-vis de vous, hein, je l'ai dit. Donc, la profession envoie un message très négatif à l'égard des plus jeunes, puisqu'on dit grosso modo, vous êtes trop nombreux, il faut donc réduire le nombre d'admis, et en plus, une fois que vous serez admissible, ça va vous coûter plus cher. C'est pas très, je vais dire le terme, hein, c'est pas très excitant, c'est pas très vendant comme perspective d'avenir. Et comme, donc je vais essayer de répondre là aussi concrètement à votre question, il faudrait que les étudiantes et les étudiants, ceux qui veulent entrer dans cette profession, d'abord n'y renoncent pas. Vous connaissez l'adage ou le proverbe, je sais plus, si ton rêve s'est pas réalisé, c'est qu'il n'était pas assez beau. Donc il faut vraiment poursuivre vos rêves et vos ambitions. Et il faut vous mobiliser au travers de vos associations étudiantes, parce qu'il y aura des relais au CNB, il y aura des relais dans tous les ordres de tous les barreaux, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, et les décisions qui ont été prises l'ont été de façon, de mon point de vue, je ne dis pas que j'ai raison, je vous exprime ce que je pense, de façon pas suffisamment préparée, et on n'a pas vraiment tenu compte de la situation qui était la vôtre. Voilà. Si je peux réagir là-dessus, ce qui est choquant pour moi, c'est pas tant l'augmentation des frais d'inscription que les justifications. C'est-à-dire la justification avancée, c'est davantage de sélection, donc une sélection par l'argent. Si l'augmentation des frais d'inscription s'était traduite par davantage de cours ou de support, une formation renforcée, ça pourrait s'expliquer. Mais là, l'idée de sélection par l'argent est choquante pour une profession dont on dit justement que l'habit, la robe, permet justement de ne pas distinguer selon les classes sociales. Alors, là, on n'a pas dit que c'était une sélection par l'argent. C'est juste... C'est juste une forme de sélection, donc une sélection par l'argent. Oui, mais ce que je veux dire justement, à la limite, il aurait fallu avoir l'honnêteté de le dire si c'était ça qui était le fondement de cette augmentation. Mais on dit finalement la même chose. Lorsque la formation n'est pas de qualité suffisante et que pour autant on augmente les droits d'inscription, il y a une difficulté, puisque pour le moment on n'a pas toujours trouvé le moyen d'avoir des cours qui soient des cours de qualité. J'ajoute, mais vous êtes des enseignants, donc vous le savez mieux que moi, je crois qu'il y a un texte du CNB qui voudrait que l'on favorise la formation dans les écoles d'avocats par petits groupes. Par petits groupes. On fait comment pour faire ça par petits groupes? On le fait dans les cabinets, on a des grands amphithéâtres, donc par petits groupes, c'est d'avoir des enseignants qui vont être formés. Les avocats ne sont pas payés quand ils donnent des cours, hein. C'est à l'honneur de la profession. Mais on compense avec des heures de formation continue. oui, non, mais d'accord, mais ils ne sont pas payés. Donc préparer un cours, vous en savez quelque chose, ça ne s'improvise pas. Ce sont des heures et des heures de préparation en amont. Et on voudrait aller vers plus d'excellence. Aller vers plus d'excellence et d'avoir des élèves avocats et des élèves avocates qui soient passionnés, qui ont envie d'y aller. J'ai 4 filles. J'ai ma deuxième fille qui est en stage final de 6 mois. Et elle me disait, je le savais avant, j'ai des collaborateurs et des stagiaires depuis 1995. Je connais un peu la musique. Et dès la première semaine, elle m'a dit, mais c'est complètement naze. Alors je lui dis, dis-moi, donne-moi les noms des profs, ce qui ne va pas, rassemble l'ensemble de celles et de ceux, paraît-il c'est une grande majorité qui pensent comme toi, et je vais faire un rapport sur ce point au Conseil de l'Ordre. Elle ne l'a pas souhaité, je ne vais pas lui mettre un fusil sur la tempe, mais même aujourd'hui, les cours dispensés ne satisfont pas les étudiants. Et par conséquent, l'augmentation qui est prévue, alors qu'on n'a toujours pas réfléchi concrètement à comment faire pour rendre cette formation attractive, passionnante et qu'elle vous forme véritablement, il y a une discordance, une contradiction, une incohérence qui n'est pas surmontée. Et c'est pour ça aussi que c'est autant insupportable pour les principaux intéressés, pour les principales intéressées, mais aussi pour d'autres professionnels. Mais c'est étrange de justifier une augmentation des frais d'inscription par rapport au coût de l'élève avocat. Pour ma part, j'ai eu la chance de bénéficier d'une
une allocation de recherche, c'est-à-dire d'un contrat doctoral, d'avoir donc eu une professeure qui me suivait tout au long de mon cursus. J'imagine que mon coût pour l'université ou pour la collectivité publique a dû être à un moment donné impressionnant. J'ai beaucoup de collègues d'ailleurs qui ont été en thèse avec des contrats doctoraux et qui ne vont pas au bout de leur thèse. On leur a jamais demandé de ce point de vue-là d'avoir à rendre des comptes. Là, ce qui est délicat, ce qu'on craint beaucoup, enfin, du moins ce que beaucoup d'étudiants avec qui j'ai été en contact craignent beaucoup, c'est que du coup on est progressivement une profession qui se déconnecte complètement des différentes classes sociales. Là, à l'heure actuelle, la méritocratie, ça a une signification dans notre formation à tous, c'est-à-dire que ce soit d'un point de vue universitaire, que ce soit également par rapport à la profession. On a des gens qui sont justement des gens d'origine modeste. Moi, je peux également m'enorgueillir d'avoir pu financer mes études, mais j'étais soutenu par mes parents, mais également par le fait d'avoir fait des petits boulots. Mais maintenant, est-ce que ce sera toujours possible vu les coûts qui sont prohibés? Parce que ça se groupe avec quelque chose qui est une forme d'évolution sociétale qui me paraît un petit peu difficile. C'est que avec la réforme de l'examen du CRFPA, pour préparer l'examen du CRFPA, il est difficile de se dire, tiens, je vais passer par autre chose que par une prépa. Alors, bien sûr, étant directeur des études de Subaru, c'est délicat de dire ça. Ça l'est pas pour autant, parce que ça n'a jamais été obligatoire. Là, l'aspect, c'est que, par exemple, en droit pénal, quand un étudiant me contacte en me disant qu'est-ce qu'il me faut comme ouvrage si je ne veux pas faire de prépa pour préparer l'examen, il faut un ouvrage de droit pénal général, de droit pénal spécial, de droit pénal international, de droit pénal européen. Il faut également un ouvrage, s'il en existe un, mais il en existe quelques-uns, mais ça ne couvre pas tout le programme de droit pénal du travail. C'est un aspect qui est un aspect absolument considérable. On a l'impression que dans cette résolution, il y a une forme, alors on voit un petit peu les colorations des votes, mais il y a une forme de mépris à l'égard de certains étudiants, de certaines formes d'étudiants, et notamment une sorte de... Parce que ça a été justifié par le coût des prépas, justement, aussi, notamment. Alors, de ce point de vue-là, deux observations. Je me souviens, en 1981, sondage à main levée dans le grand amphi de Paris 10, première année de droit, pour savoir combien il y avait de fils d'ouvriers. Tout le monde n'a pas forcément levé la main. J'étais à Paris 10, j'avais pas une culture très importante. Je me suis dit Paris 10 c'est Nanterre, c'est mai 68, on va être 150. On lève la main, on était 4. Donc il y a pas, je veux dire, la sélection, elle se fait déjà bien en amont. Et on peut regretter que notre système éducatif ne favorise pas la mixité sociale. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, ce que la profession a aussi avancé de façon générale, c'est que la formation était payée par elle et qu'il y avait beaucoup d'avocats, enfin beaucoup de titulaires du CAPA plus exactement, qui quittaient la profession pour aller dans les entreprises. Et donc la formation elle est payée par les avocats et ce sont les boîtes qui en profitent. Je ne sais pas si ça correspond à une réalité aussi mécanique. Il y a eu un rapport qui a été, je crois qui est accessible d'ailleurs, qui a chiffré le coût de la formation d'un élève avocat. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, mais ça a été quantifié sur les coûts des locaux, sur le temps d'heures chargées, etc. C'est pas négligeable par tête de pipe. Cela étant, ça ne justifie pas, en l'état actuel des choses, à savoir une non-amélioration significative des cours qui sont dispensés, une augmentation qui est justifiée par cela en principe, ou pour cela en principe. Voilà, vous vouliez... Oui, je voulais rebondir justement sur ce que disait Maître Berthe, et je suis tout à fait d'accord avec lui, et Monsieur Benelux aussi a dit quelque chose de... Ça m'a beaucoup déçue parce que j'ai discuté avec certains avocats, et il y en a certains qui ont avancé un argument, mais alors que j'ai trouvé exécrable. On m'a dit clairement, mot pour mot, non mais Sarah, on va quand même pas payer 55% de la formation de nos futurs concurrents. Et quand on m'a dit ça, honnêtement, j'ai eu une boule dans la gorge et je me suis dit, mais j'ai dit aux avocats qui m'ont avancé cet argument, je leur ai dit, mais attendez, en fait c'est une question de point de vue, parce que moi, en tout cas, mon point de vue à moi, c'est qu'on est tous confrères. Il y a un moment, moi je serais spécialisée en droit pénal, je dis ça comme ça, je sais pas, j'ai une amie qui est spécialisée en droit pénal aussi, mais je sais qu'elle est très forte dans tout ce qui est meurtre. Bah, si j'ai un dossier et je sais qu'elle va gérer, je vais lui envoyer, et puis ainsi de suite. Enfin, moi en tout cas, je vois les choses comme ça, je sais que je suis peut-être un peu idéaliste, mais j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Et quand j'entends nos aînés nous dire des choses pareilles, ça me met un coup, et ça me démotive pas. J'ai envie d'y arriver, mais je me dis, waouh quoi.
on en est là. Tout à l'heure, je vous parlais de générosité. Exactement. Bon. Ça, c'est vrai. On ne vit pas dans le monde des bisounours, d'accord? Il y a beaucoup d'avocats et d'avocats qui ne gagnent pas leur vie. Qui ne gagnent pas leur vie. Je ne parle pas des pénalistes, je parle de façon générale. Qui tirent le diable par la queue. Qui ont une rémunération nette en dessous du salaire minimum une fois leurs charges payées. Alors qu'ils ont fait bac plus 5, plus 6, plus 7. Et donc, ces confrères ne sont pas parmi les moins généreux d'ailleurs. Mais vous avez une frange de la population d'avocats qui vous dira on est trop nombreux déjà. Donc il faut qu'on écrème. Et il faut que les institutions représentatives de la profession écrèment. Et ça sera les générations futures qui trinqueront de ce point de vue-là. Moi, ma position, elle est assez simple. C'est une profession libérale. Ça veut dire que si on y arrive et qu'on a l'examen d'entrée et qu'on a le CAPA, chacun part sur la même ligne de départ. Et chacun et chacune aura la possibilité de réussir ou de ne pas réussir. Parce que c'est une profession qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'huile de coude, c'est-à-dire que c'est très chronophage. Il faut avoir une capacité à résister au stress qui est, je ne sais pas, si vous prenez des médicaments lorsque vous passez des examens, si vous êtes toujours de bonne humeur, si vous êtes plutôt dépressif, mais c'est une profession où quand vous prenez des échecs dans la tronche ou qu'un client vous quitte alors que vous n'avez pas démérité et ce client vous quitte parce qu'il y a un nouveau dirigeant et que ce nouveau dirigeant veut faire bosser son copain avocat ou, sans même parler de copain ou de copine, quelqu'un en qui il a plus confiance. J'ai la chance, je touche du bois, d'être dans une phase d'épanouissement professionnel très important, ce qui fait que je suis dans une situation où j'arrive plutôt dans des entreprises, avec le DG, le directrice juridique, bref. Et je succède à des confrères, qui sont des confrères et des consoeurs qui ont bossé et qui ont bien bossé. Mais ils ne peuvent avoir qu'un sentiment d'injustice. Et ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je dis, je ne veux pas récupérer leurs dossiers qu'ils sont en train de traiter. Ils les gardent. Et s'il y a des dossiers nouveaux, il faut bien que je croûte, que je paye mes collaborateurs, accessoirement que j'assure un train de vie décent à mes 4 filles. Et donc, dans cette hypothèse-là, je vais évidemment accepter les nouveaux dossiers. Et quand vous avez bossé 10 ans pour un client, et que du jour au lendemain, on vous dit ciao, je vais travailler avec quelqu'un d'autre, c'est dur à supporter. C'est compliqué. Mais bon, j'en parlais, je ne sais plus à qui, on avait un aparté pendant la suspension, parce qu'on parle de choses un peu négatives. Je vous dis, parce que je le pense, que c'est la plus belle profession au monde. Vous m'entendez? C'est la plus belle profession au monde. C'est une profession qui vous permet de vous dépasser. C'est une profession qui vous rend meilleur. C'est une profession qui vous permet de faire du bien, le bien, concrètement. Vous aidez les gens, vous les sortez du pétrin. Je parle des pénalistes. Hein. Le droit des fusions-acquisitions, je ne connais pas. Mais ce n'est pas ironique ce que je dis. Je dis simplement que le boulot de l'avocat pénaliste vous permet d'être dans une situation où vous allez permettre à quelqu'un de ressortir allégé. Quand vous recevez... Moi, j'ai défendu, par exemple, les intérêts d'une famille dont le mari et la femme étaient médecins. Ils avaient été trucidés par l'associé du mari, qui était convaincu que son associé détournait sa patientèle, c'est comme ça qu'on dit, et que son cabinet médical à lui se cassait la figure. Il tend un guet-apens, il les endort avec une seringue hypodermique, il les ligote, et il met le feu, il les crame. Une petite fille qui s'appelle Marie. Bon.
Marie, elle avait 9 ans. Heureusement, sa mère l'avait emmenée à l'école. Malheureusement, la mère est rentrée. Et là, il y avait ce médecin qui était devenu un peu dingue et qui décide d'exécuter son plan. Il avait tout prémédité. Marie, ça c'est une vieille histoire. Hein. Marie, je l'ai suivie jusqu'à l'âge de 20 ans. Bon, ben ça, c'est irremplaçable. Vous le couperez parce que je sais qu'il est très pudique.